Merci beaucoup Pierre-Yves pour ton invitation, la deuxième en effet. J'ai conservé d'ailleurs un excellent souvenir de la soirée passée au François Copé à ce moment-là. Excusez-moi aussi, j'ai la voix un peu enrouée, j'ai attrapé un petit coup de froid il y a 2 soirs, là, ou la nuit d'avant en fait. Mais je pense que ça devrait aller pour me faire comprendre. Alors, en effet, Pierre-Yves vient d'introduire tout à fait pertinemment ce dont il a été question avec Philippe d'Iribarne, ce livre sur la nation, qui a un sous-titre d'ailleurs qui permet de poser la problématique, parce que la nation, ça veut tout dire et rien dire, on va en parler, on est là pour en parler. Et donc, une ressource d'avenir. L'ouvrage était de présenter la nation comme une ressource d'avenir, alors que la nation est, dans la plupart des cas, si ce n'est presque tout le temps, depuis, disons, le siècle dernier maintenant, présentée comme étant une notion archaïque, vouée à tout jamais au passé, donc réactionnaire, et même dangereuse en plus. Et donc, il faut ne plus en parler. Et c'est comme le disait Pierre-Yves, d'ailleurs c'est le sens du chapitre 2 de ce livre, les impasses d'un monde post-national. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idéologie dominante, c'est plutôt de nous parler du post-national plutôt que de valoriser la nation. Alors, pour parvenir à ce projet de requalification de la nation, non pas de restauration au sens restaurons une vieille chose du passé telle qu'elle était, on sait très bien que ça ne marche jamais, les restaurations pures et simples, parce que l'histoire étant ce qu'elle est, les choses bougent, tout simplement. J'ai toujours pensé, avant d'écrire ce livre, que une notion, peut-être plus qu'un concept d'ailleurs, comme celui de nation, est en fait très flexible. Et donc, il n'est pas question de restaurer au sens d'un modèle qui serait à tout jamais celui-là. C'est une notion très flexible. Donc je préfère parler de requalification, de réhabilitation. Mais de requalification, c'est pas mal finalement, puisque ça me vient à l'esprit spontanément. Je trouve ça pas mal parce que lui redonner sa qualité qu'elle a perdue pour des raisons qui viennent en fait essentiellement du XXe siècle et sur lesquelles je viendrai après. Tout d'abord, je voudrais, pour exposer cette entreprise de requalification de la nation, commencer par le commencement, puisque c'était la méthode de ce livre, qui est une démarche historique. Alors pour nous, l'histoire avec Philippe d'Iribarne n'a pas consisté à avoir une vision antiquaire de l'histoire. Que c'était bien au bon vieux temps, il y a 500 ans, c'est pas la question, mais c'est d'explorer, au fond, quelle aurait été la fonction réelle de la nation, de l'idée de nation. Et on va voir qu'elle a eu une fonction très positive. Et donc, une fois qu'on aura vu ça, on pourra se demander, alors comment se fait-il que, alors qu'elle a une fonction très positive, elle s'est disqualifiée, ou elle a été disqualifiée? Et donc, comment la requalifier? Donc, il faut y aller étape par étape. Et puis alors, aussi, il y a une autre idée avant d'aller dans la démarche historique, d'entrer dans la démarche historique. Au fond, le dilemme, c'est un peu entre le choix cornélien et même tragique, j'allais dire, le choix qui sera entre l'archipel, si vous pensez tous au livre de Jérôme Fourquet, faut-il continuer à vivre dans un archipel? Ça, c'est très post-national, d'ailleurs. C'est-à-dire, chacun cohabite les uns à côté des autres, et vous avez toutes les couleurs du monde, et c'est sympathique, mais il n'y a aucun destin commun. Ou bien, c'est l'identitaire pur et dur, mais ce qui est aussi un fantasme, en fait, parce que ce que je dis souvent, je disais souvent à mon frère qui salue bien Pierre-Yves Rougeron, d'ailleurs, par la même occasion. Il l'aime bien. J'en profite pour le dire, mais quelquefois on a des discussions tous les deux. Et je lui disais un jour, tu sais, s'il fallait réunir un Français du XVe siècle avec un Français d'aujourd'hui, tu auras en face 2 étrangers l'un par rapport à l'autre. Donc l'identité, ça ne marche pas, l'identitaire. Vous voyez, c'est mon problème avec Zemmour, celui-là. C'est là que je ne serais pas d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, il ne parle pas de la nation. Il parle de l'identité. Et à partir de là, il est dans la nation. Donc il surdétermine la nation par l'identité. Et donc ça ne devient plus qu'une essence. Et quand vous mettez un Français du XVe siècle, c'était possible avec un Français du XXIe,
Et d'ailleurs, j'ai rencontré un jour une collègue russe de l'université de linguistique. Là, j'ai mon ami et ex-étudiant de l'université de linguistique, Maria Bokaravitskaya, étudiante russe ici à l'université de Nanterre. Un jour, dans les couloirs de l'université, on a fait connaissance. Je tombe sur une collègue russe qui me dit, vous savez, monsieur Bourdin, je connais le français du XVe siècle, justement. J'ai fait l'école des chartes, etc. La paléographie, voilà. Donc, cette dame russe en savait beaucoup plus que moi sur le français du XVe siècle. Non sans beaucoup plus, mais elle savait tout. Moi, je ne sais rien. Je suis incapable de parler le français du XVe siècle. Ça veut dire que donc, nous pouvons être des étrangers, les uns par rapport aux autres, de l'intérieur d'un même pays, parce qu'on ne parle pas la même langue. Le français du XVe n'est pas le français d'aujourd'hui. Donc l'identitaire, c'est l'idée qu'on serait identique à soi en permanence, est un pur fantasme. Ça ne marche pas. Donc la nation, et ça je le dis tout de suite, ça pose l'idée bien posée pour la nation, c'est la poser dans des termes historiques. C'est toujours un processus. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, dans ce sens-là, Zemmour n'a pas complètement tort, mais il est loin d'avoir complètement raison, bien sûr qu'il y a une pérennité. Hein, il n'empêche que la France de 2022, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard, elle est née à une certaine époque. Hein, De Gaulle, lui, les a remontés carrément à Clovis. Les royalistes français, puisqu'ici nous sommes dans un haut lieu pour, commencent plutôt par Hugues Capet et l'avènement de la royauté française officielle en 987. C'est-à-dire ce qu'en dit l'eau sur le fait qu'il y a des imaginaires. Et il dit comment l'histoire, elle est stockée. Il y a des imaginaires. Pourquoi les indices, c'est Clovis? En fait, De Gaulle pensait au baptême. Hein, et puis, les royalistes français se disent la royauté commence avec Hugues Capet, ce qui est vrai aussi. Donc vous voyez que c'est complexe. L'histoire n'est jamais simple. Hein, et je pense que les royalistes, ils ont raison sur ce plan. C'est qu'en effet, la France, au sens officiel du terme, naît en 987. Elle n'est pas avant. Avant, on parle de Francie, Francie occidentale. On parle, bon, c'est pas encore vraiment le terme. Donc ça veut dire que la nation, c'est un processus. Et donc, à la fois ce qui fait qu'on est pérenne, et donc on est toujours, la France est toujours en 2022, nous sommes toujours nous-mêmes, et en même temps, on n'est pas ce qu'on était il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Et c'est les deux en même temps. Et c'est pourquoi je pense que l'identité est un très mauvais mot qui en même temps exprime une véritable idée, en même temps, c'est la notion de pérennité. Donc moi, je préfère très clairement la notion de pérennité à celle d'identité. En fait, les identitaires, ce qu'ils recherchent, et là avec raison, je suis d'accord, mais à partir d'un terme très piégé, c'est en fait la pérennité. Alors là, je suis d'accord, et je rejoins volontiers d'ailleurs un article qu'elle avait publié dans le débat, c'était son nom, Bérénice Levet, sur le droit à la continuité historique, et qui est très juste. Là, je crois que c'est très très juste. Il y a un droit à la continuité historique, c'est-à-dire que si on ne veut pas mourir, il est normal qu'on veuille se pérenniser. Donc la nation se perpétue. Donc au fond, c'est l'axe que Philippe Déribard et moi-même avons choisi, qui est un axe historique de pérennité, mais de processus historique, et non pas d'essentialisation de la nation. D'où d'ailleurs la référence qu'on a faite, j'ai emmené exprès comme ça un petit livre, il est simple, il n'est pas lourd à emmener, la fameuse conférence que vous connaissez certainement tous d'Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation, hein, qui est un ouvrage une conférence de 1882 qu'il a donnée à la Sorbonne et qui arrive donc quelques années après la défaite de Sedan. Bien sûr, c'est la France vaincue par la Prusse, et il s'interroge sur qu'est-ce qu'une nation. Et on pourrait voir combien sa démarche, sur laquelle on s'appuie dans cet ouvrage, je ne cache pas que c'est la partie que j'ai notamment écrite, parce que vous voyez bien, quand on signe un livre à deux, après ça, on se demande qui a écrit quoi. Forcément. Mais nous assumons chacun ce que nous avons écrit, mais nous l'avons mêlé, malaxé. Voilà. Mais quand on est l'auteur ou un des co-auteurs du livre, on sait ce qu'on a écrit soi-même d'abord, quand même. Et ça, c'est moi, ça, je plaide coupable, si vous voulez. Mais Philippe, évidemment, assume complètement, comme moi j'assume tout ce qu'il a écrit, c'est une évidence. Sinon, on n'aurait pas écrit ensemble le livre. Donc notre référence a été Renan, parce qu'il est vraiment celui qui s'appuie sur une vision historique de la nation. Alors, aussi pour aller maintenant encore un tout petit peu plus loin, sur la démarche historique, nous avons un mot-clé qui a traversé notre réflexion. Et ce travail d'écriture qui a pris 2 à 3 mois, c'était rapide en fait. On était tellement hyper motivés et en vue des élections qui allaient arriver. Il faut que ce livre sorte
au plus tard entre la présidentielle et les législatives, on arrive si d'autres coups d'ailleurs, il ne faut pas tarder. Et on s'est dit, au fond, s'il y a une idée claire à retenir de la nation, une idée positive, avant d'en venir justement à la raison pour laquelle elle était ensuite disqualifiée, c'est le fait qu'elle a joué un rôle d'émancipation. La nation est émancipatrice. Mais alors, émancipatrice de quoi? Bien sûr, parce que ça ne suffit pas de dire émancipatrice. Émancipatrice de quoi, hein? Eh bien, je crois qu'il y a un autre mot-clé qui va renvoyer à son contraire, si on prend en tout cas l'histoire française. Après ça, je ferai des petits dégagements importants qui apparaissent d'ailleurs dans le livre, dans le premier chapitre, sur d'autres pays. Car on est toujours, évidemment, c'est notre péché originel, c'est de prendre son pays comme la vision universelle du monde. Alors, bien sûr, on a conscience d'être des Français, mais si nous parlons à un Russe de la nation, d'ailleurs je suis sûr d'avoir donné, avant qu'on se connaisse, une conférence sur la nation à Moscou, et bien sûr, et l'auditoire russe qui était là disait, nous c'est autre chose. C'est évident, hein. Chaque pays a son imaginaire, sa vision de la nation. Alors, bien sûr, nous avons projeté, pour une part, une vision française, mais on est bien conscient qu'il y en a d'autres que nous avons mentionnées. Mais si on part au moins déjà de cette vision-là, de la nation à la française, elle est indétachable de l'État, donc de la souveraineté. Qui dit État dit souveraineté. Forcément, en latin, status, hein, c'est ce qui tient par soi, debout. Donc, status, ça donnait le mot État. Et un État, s'il renvoie à la souveraineté, c'est parce qu'il tient debout. Hein. Suprema potestas, en latin, excusez-moi de faire un peu de latin, c'est pas pour donner un genre, mais c'est ce qui... Maria est beaucoup plus latiniste que moi, en fait, en réalité. Donc, c'est pour ça qu'elle peut rigoler. Le pouvoir suprême, il n'y a pas un État qui tient debout s'il n'a pas le pouvoir suprême au sens étymologique. Et la nation, en France, ne va exister que sous l'égide d'un État souverain. C'est inextricablement lié, et c'était toute la tâche, et ici, on peut, pour faire honneur à cette maison, c'était toute la tâche de la royauté, de la monarchie, c'est une évidence. Et pour s'affranchir ou s'émanciper de quoi? Au fond, de la féodalité. Il n'y a pas plus incompatible que la souveraineté avec la féodalité. Et une souveraineté qui fabrique un corps national. Alors, sous l'Ancien Régime, ce qu'on appelle pour nous l'Ancien Régime, en fait, jusqu'en 1789, la nation, c'est essentiellement les grands. Ça veut dire, là aussi, c'est là qu'on voit que on ne peut pas être dans l'identitaire, c'est très progressif. Hein. Au XVIIe siècle, quand on parle encore de la nation, c'est les grands du royaume. Le peuple, vous avez compris, c'est même le petit tiers-État, quoi. Hein. D'ailleurs, il est symptomatique que quand on lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la souveraineté nationale, on a compris que désormais le peuple et la souveraineté nationale ne font qu'un. Ça, c'est un grand acte révolutionnaire. Désormais, il n'y a plus cette scission entre la noblesse et même le petit tiers-État, parce qu'après tout, le tiers-État, il y avait beaucoup de monde dans le tiers-État. Hein. Donc, cette longue marche en avant vers la nation, elle est fabriquée par un État royal de plus en plus souverain, parce qu'il combat la féodalité. Souvenons-nous, si j'ose dire, nous n'étions pas encore nés, mais on l'a appris dans nos manuels d'histoire, la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, c'est la guerre typique. En fait, c'est le grand acte qui permet d'en finir avec la féodalité. Le roi d'Angleterre n'est plus l'héritier. La royauté, c'est pas patrimonial. Hein. L'indisponibilité de la couronne, ça signifie qu'elle est du domaine public. Donc c'est pas l'affaire d'une famille. C'est un acte imminent de sortie de la féodalité, d'ailleurs. Quand on en arrive au XVe siècle, là, vraiment, on voit bien que le processus de montée en puissance de l'État souverain fait sortir de la féodalité. Puisque la famille royale n'est pas propriétaire, en fait, du royaume. Et donc, ça évite à livrer le royaume à une famille étrangère, en raison des mariages. Ça, c'est absurde. C'est le fameux texte de 1456, après la paix de Crécy. Enfin, c'est dans ces années-là, c'est en plein... En tout cas, après la mort de Jeanne d'Arc, hein, là, il y a vraiment l'indisponibilité du royaume, puis les Anglais vont faire autant avec la guerre des Deux Roses. C'est parallèle, hein, c'est la même époque. Et dès lors où nous avons un État souverain qui s'est affranchi du monde féodal, et d'une certaine manière, la première révolution,
Les premiers grands révolutionnaires, c'est pas Robespierre, hein, c'est les rois eux-mêmes. C'est une véritable révolution. La souveraineté est une révolution. Elle casse le système de la féodalité, et en 1789, c'est les derniers restes qui seront balayés. Hein, les grands du royaume, Louis XIV est un grand révolutionnaire. Il envoie toute la grande noblesse à Versailles, et puis c'est moi l'État, c'est moi, quoi. Hein, vous connaissez la formule. Hein. Et donc, la nation au sens moderne n'existe pas encore. Il ne faut pas faire d'anachronisme, mais elle est en marche par ce processus. Et donc, on voit bien que par la dialectique État souverain, nation royale, il y a cette corrélation permet l'émancipation de la féodalité et donc la constitution d'un peuple réuni encore autour du corps du roi. Il faut parler comme, je pense, vous connaissez tous le grand historien Kantorowicz, sur les deux corps du roi. Hein. Même si en France, la théorie des deux corps du roi n'était pas tellement applicable. En fait, elle était applicable tout à fait en Angleterre, mais pas vraiment en France en réalité. Et d'ailleurs, ce qui explique certainement pourquoi l'Angleterre a persévéré dans sa royauté, puisque Cromwell était un quasi-roi. Hein. C'est-à-dire que le roi était décapité, mais la royauté n'était pas forcément morte. Et il ne faut pas confondre le corps physique du corps politique. En France, ça n'a pas fonctionné de la même manière. Hein. Et la décapitation de Louis XVI a entraîné aussi la décapitation de la royauté. C'est pas la même chose. Hein. Alors, je passe là-dessus. Mais, en tout cas, nous avons une structure souveraine qui permet l'avènement futur d'une nation, et donc, par là même, crée encore une nation autour de son roi, et qui nous émancipe de la féodalité. Donc, il n'y a rien de moins... Il n'y a rien de nationaliste là-dedans, c'est une pure stupidité. Il n'y a pas un Français qui soit nationaliste, ça ne veut rien dire. C'est tout simplement une société qui se constitue et qui désormais va se reconnaître par territoires successifs. On voit bien comment la Bretagne est devenue française, par un mariage, ensuite l'Alsace, etc. Et le territoire, le précaré royal s'agrandit et forme un ensemble qui s'affranchit des grands du royaume, et ça va donner l'essor à l'absolutisme royal. Et puis ensuite, après les guerres de religion et l'avènement d'Henri IV, on a l'essor du deuxième absolutisme qui va alors là, nous conduire finalement tout droit à 1789. Alors donc, la nation est inséparable de l'État souverain et permet en effet cet affranchissement. Et affranchissement contre deux réalités en plus qui sont très importantes. Parce que là, je parle de l'affranchissement par rapport à la féodalité, c'est-à-dire à l'intérieur, mais il y a aussi l'affranchissement par rapport à l'Empire, c'est-à-dire l'Empire romain germanique, hein, qui était l'héritier de la vieille de l'antique Rome. Bon, il y a toujours le mythe romain qui se poursuit au travers de l'Empire romain, le Saint-Empire chrétien, hein, l'Empire romain germanique, comme Moscou, d'ailleurs, si on dit que Moscou est la troisième Rome, c'est pas par hasard. Hein. Après Rome, la Rome occidentale, Byzance et Moscou, on voit bien, ça nous vient de loin. D'ailleurs, le phénomène de ce point de vue-là, poutinien au sens historique, est à analyser au travers aussi de cette longue trame de la troisième Rome. Il faut remonter très loin. Hein, c'est le vieux mythe impérial, en fait. C'est le vieux mythe impérial romain qui se poursuit. C'est le dernier pays, en fait, qui hérite finalement du mythe impérial romain. C'est très intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui, et très éclairé par l'histoire la plus ancienne. Et en Occident, on a essayé de ressusciter avec l'Empire carolingien, qui n'a pas marché, et ensuite l'Empire romain germanique. Et d'ailleurs, il n'est pas innocent que deux royaumes comme la France et l'Angleterre attribuaient comme titre, par le biais du latin, le concept latin de dire, pour bien montrer que le roi était souverain, je crois qu'en France c'est à partir de Philippe Auguste, le roi est empereur en son royaume, imperium in suo regno. Hein, il est empereur en son royaume, c'est-à-dire que le titre signifiait bien qu'il était souverain, l'imperium, mais c'est plus l'imperium au sens, bien sûr, de la conquête de vastes territoires. On ne cherche pas à devenir à acquérir. Au fond, il n'y a que Napoléon ensuite qui essaye de ressusciter ça en France. Mais on voit que ça ne marche pas. On a rompu avec ça en France, c'est terminé. Hein. Mais de l'intérieur du précaré royal, le roi est empereur en son royaume. Bien sûr, il exerce une forme d'impérium, et les Anglais aussi ont retrouvé ça. Quand ils ont fait schisme avec l'Église romaine, le roi est chef suprême de l'Église,
parce qu'il est empereur en son royaume. C'est du droit romain impérial. Donc ça en dit très long. Alors, affranchissement aussi par rapport au mythe impérial qui se perpétue dans le monde germanique. Et d'ailleurs, le mythe impérial, lui, s'est poursuivi jusqu'en 1945. C'est pas vieux. Le nazisme ne s'explique pas autrement, aussi comme ça, de ce point de vue-là. Mis à part son idéologie, bien évidemment. Encore qu'on peut se demander, Pierre-Yves est ici, je suppose, si, par un biais purement économique, l'idée de Reich a complètement disparu, même en Allemagne aujourd'hui. C'est beaucoup plus subtil. Ne confondons pas les frontières politiques d'aujourd'hui avec les vieilles frontières historiques. J'étais beaucoup dans les pays d'Europe centrale et elles se maintiennent en fait. Quand vous êtes à Budapest, on parle allemand. L'Autriche n'est pas loin. C'est l'Europe d'aujourd'hui, de Bruxelles, camoufle tout ça. On l'a vu avec l'ancienne Yougoslavie, absolument. On l'a vu avec l'ancienne Yougoslavie, ça ressort. Ça ressort. J'ai été en Slovénie, les Slovènes me disent, mais nous on est Autrichiens. Ce sont des Austroslaves. Ils sont toujours tournés vers l'Autriche en Slovénie. Toujours. Ça reste. Donc il faut avoir conscience de ça. Donc même l'Allemagne, au plan politique, elle a renoncé au Reich. Mais je pense qu'elle compense économiquement largement les choses. Bien sûr. Alors, et donc ce qui fait que l'Europe est si difficile à faire, c'est qu'il y a tout ça derrière. On n'a pas les mêmes imaginaires. Alors, et puis ça c'est un affranchissement. L'autre affranchissement, c'est par rapport à l'Église. L'Église au sens, bien sûr, de l'Église romaine. L'Ecclesia Romana, c'est une certaine forme d'imperium qui est l'autre héritière, en face de l'Empire romain germanique, de la vieille Rome. N'oublions pas que le pape, même encore aujourd'hui, porte un titre qui vient de la République romaine. Souverain pontife, c'est bien Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Mais le pape porte un titre que Jules César lui-même portait. Il y a un petit peu les vieilles choses qui se perpétuent. Ça vient de très très loin. Très très loin. Et ça, c'est resté. C'est la vieille Rome. Alors, c'est une forme d'imperium catholique. Alors, par rapport auquel les Français étaient devenus de plus en plus réfractaires. On connaît l'histoire avec Philippe le Bel. Et donc, de là est née la fameuse Ecclesia Gallicana, l'église gallicane. Nous sommes catholiques, mais en France, de France. Voilà, comme les Anglais, eux, ils ont été jusqu'au schisme. Pas nous. Mais nous avons... C'est une vieille idée. Et qui préfigure déjà ce que sera la République française, entre nous soit-il. On pourra dire quelques mots sur la laïcité. C'est une espèce de gallicanisme à la française. À la républicaine. Donc, l'affranchissement aussi par rapport aux empiètements de l'Église romaine, du siège romain du pape sur l'Église de France. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, on peut dire que la France comme l'Angleterre, la France gallicane comme l'Angleterre anglicane, n'ont pas été sans reprendre des idées qu'on connaît dans le monde orthodoxe, grec ou russe. Alors à l'époque, c'était plutôt la Grèce, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un lien coextensif entre l'Église et le royaume, la forme politique. Ça revient donc entre l'Orient et l'Occident, c'était pas si coupé que ça en fait, de ce point de vue-là. Alors donc, voilà des affranchissements qui vont permettre à la monarchie d'abord de créer progressivement ce qui va se retourner contre elle en même temps, une nation appelée à être moderne. Et nous arrivons ainsi en 1789 avec la Révolution. Et cette fois-ci, de fait, au corps du roi va succéder le corps collectif de la nation, en fait. La nation, c'est une espèce de corps politique qui est à la fois autant qui va s'ériger autant contre le roi lui-même, puisqu'on voit bien que ça va pas, on sait très bien que ça n'a pas, l'entente a été de courte durée, et puis aussi même avec l'Église d'ailleurs. Et donc l'idée nationale en France est une idée, alors d'autant plus émancipatrice qu'elle permet la mise à bas de la structure d'ordre d'Ancien Régime, clergé, noblesse, tiers-état, pour former un peuple commun d'individus égaux en droit et donc des citoyens. Autrement dit, la nation, là cette fois-ci au sens moderne du terme, permet de construire un État
qui commence à épouser ses premières formes démocratiques par l'Assemblée nationale constituante, et de là former une nation souveraine, beaucoup de souveraines, c'est dans l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc nous sommes tous des individus égaux en droit, et non plus les membres d'un ordre, mais les membres la nation nous affranchit cette fois-ci des ordres. Nous ne sommes plus de la noblesse, nous ne sommes plus du clergé, nous ne sommes plus du tiers-état, nous sommes des Français. Voilà. Et là, pareil, rien de nationaliste, rien à voir avec du nationalisme, ça a à voir avec un affranchissement par rapport aux structures d'Ancien Régime qui, par cet affranchissement, va permettre l'essor d'un État souverain et démocratique et qui prendra la forme, par la suite, républicaine, après bien des mutations considérables. On connaît la grande instabilité constitutionnelle en France tout au long du XIXe siècle, jusqu'à la défaite de Sedan contre la Prusse en 1870. Et là, va naître la Troisième République et l'idéal républicain à la française, qui s'enracine d'ailleurs dans la Révolution. Et c'est dans ce contexte que Renan a composé cette conférence à la Sorbonne en 1882, comme je le disais tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, la nation prend un autre stade en France, c'est celui d'un peuple de citoyennes et de citoyens. Encore que surtout de citoyens que de citoyennes, parce que les femmes n'auront le droit de vote qu'en 1946, il ne faut pas l'oublier. Donc ça a mis un peu plus de temps que ça pour les femmes, puisque, en gros, l'idée, c'était de dire que les femmes allaient surtout à l'église, et donc elles allaient être influencées par les curés, et par conséquent, il fallait mieux éviter qu'elles soient des citoyennes. Il y avait un enjeu très clair. C'était ça qui était derrière, c'est très clair. Hein. Donc les hommes allaient au bistrot et les femmes à l'église, et donc il valait mieux se méfier des dames dans leur manière de voter, puisqu'elles voteraient et nécessairement pour le parti de l'église, quoi. Donc dans la nation républicaine française anticléricale, vous, mesdames, vous n'étiez pas bien vues à ce moment-là. Et on le doit au général de Gaulle. Hein, de Gaulle est un grand féministe, finalement. Le droit de vote des femmes, c'est de Gaulle en 1946. Et donc, c'est intéressant de voir, c'est que c'est un homme qui a une formation de droite, qui mène une politique de gauche par bien des aspects. C'est extraordinaire, ça. Entre 1944 et 1946, c'est une révolution qui a dépassé largement le Front populaire, organisée par un homme qui a une formation de droite. C'est absolument fabuleux. Ce que tout le monde a à peu près oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'aurait pas de sécurité sociale sans De Gaulle, pas d'allocation. Merci. Oui, il y a de quoi rire, il faut dire merci à Charles. Il n'y aurait pas d'allocation. Oui, c'est bon, tu vas compris. Donc voilà, c'est formidable. Bon, mais passons sur cette digression, mais qui n'est pas complètement une digression quand même. Là, nous sommes au stade de cette nation qui forme des citoyens et donc une démocratie. Et évidemment, elle permet, et ça c'est comme la tâche qu'a portée la République française, c'est un universel qui permet à tous et à toutes d'exister dans cette société. Et donc c'est la dynamique même de l'affranchissement citoyen. Et même si on peut reprocher à la République d'avoir été colonisatrice, d'avoir été impérialiste dans ce sens-là, elle-même recrée son propre empire, elle n'en a pas moins permis, malgré tout, par un effet paradoxal, ce qui est fortement oublié aujourd'hui parce qu'on ne retient que les côtés négatifs de la colonisation. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, hein, je ne veux pas créer un roman rose de la colonisation, mais il y a aussi un roman noir, me semble-t-il, actuellement, qui est très bien en cours, mais qui, à mon avis, fait oublier le fait, et là aussi c'était De Gaulle d'ailleurs, il faut qu'il y ait juste ce rôle-là ensuite, c'est le passage de la colonisation à la décolonisation, à l'émancipation des peuples, en fait. C'est-à-dire que c'était la grande politique de Gaulle, c'est qu'au fond, que les peuples colonisés deviennent des nationaux, comme nous l'étions. Alors, je pourrais citer des phrases de Gaulle entières, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas ce que nous sommes devenus. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, de ce point de vue-là, De Gaulle reprend une thématique par la décolonisation, ce qu'il appelle l'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir de nation indépendante en Afrique noire, en Afrique du Nord, partout où la France a colonisé, sans qu'il y ait cette idée d'un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, une certaine forme de nationalisme décolonisateur.
Là, on peut dire que c'est du nationalisme décolonisateur. C'est très clair. L'idéologie nationaliste dans le monde arabe, par exemple, a été extrêmement importante pour émanciper ces peuples de la puissance coloniale. C'est absolument impressionnant. Et alors là, et là, après avoir dit tout ce que j'ai dit là, il faut quitter un peu la France quand même et voir momentanément, parce qu'on est dans une atmosphère des 19e et 1er 20e siècles, c'est bien sûr l'essor des nationalismes en Allemagne, en Italie, dans tous les pays d'Europe centrale, des pays slaves. Et là, de fait, le mot nationalisme, on ne parle pas de nationalisme en France, sauf quand on en arrive à la fin du 19e et début du 20e siècle. Mais ce n'est pas une idée française, héritière du siècle des Lumières, en tout cas. Mais au 19e siècle, évidemment, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes va passer par l'idée nationaliste, et qui n'est pas une idée négative. Il s'agit de s'affranchir, une fois de plus, c'est le mot-clé. Hein. Pour que les Hongrois existent comme Hongrois, il faut... Alors eux, ils sont entendus avec les Autrichiens, d'où l'Empire austro-hongrois. Mais ça sera vrai des Tchèques, des Slovaques, des Roumains, des Bulgares, des Grecs contre l'Empire ottoman. D'ailleurs, notez, les nations, l'idée nationale va s'opposer systématiquement à la forme empire. Les Grecs et les Slaves du Sud dans les Balkans ne peuvent exister que s'ils s'opposent à l'Empire ottoman. La Pologne contre la Russie, des tsars. La Tchéquie, la Slovaquie contre l'Empire autrichien. À chaque fois, c'est la forme impériale qui est de l'obstacle. Comme la France s'est affranchie aussi, dès ses premiers rois, contre le Saint-Empire romain germanique ou l'Église romaine. C'est la forme impériale. C'est-à-dire qu'il y a une inimitié considérable, finalement, une incompatibilité entre l'idée de nation et l'idée d'empire. Alors, c'est plus complexe, on y viendra après. C'est un peu plus complexe que ce que j'en dis, mais structurellement parlant, je pense que la forme nation, dans son épure, je dis bien dans son épure, est incompatible avec la forme empire. Dans son épure. Alors en vrai, ça, on va s'apercevoir que c'est plus complexe et qu'il peut y avoir des formes de nation impériale, et c'est bien le problème d'ailleurs. Là, on est même dans l'aujourd'hui. Hein, on est dans l'actualité. Mais tous ces pays ne sont devenus ce qu'ils sont devenus en se soulevant pour s'affranchir contre des formes impériales, systématiquement. Enfin, je ne l'invente pas, je constate. Hein, et ensuite, les pays d'Afrique noire, ou d'Afrique du Nord, ou d'Asie, contre les empires coloniaux qui étaient la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. Nous aussi, nous sommes devenus, d'ailleurs, là aussi, il y a l'ambiguïté. Il y a la nation française, mais qui se fait empire à sa façon par ses colonies. Et à un moment donné, il faut choisir. Hein, entre, il ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, etc. Vous connaissez la suite. Et donc, il faut choisir. Et à un moment donné, il a fallu qu'on sorte nous-mêmes notre mythe impérial colonial. C'est ce qu'a fait De Gaulle en disant qu'il faut arrêter. Hein. Et les autres sont devenus à leur tour des nations. Alors, qu'ils aient mal géré leur affaire, les problèmes d'indépendance après, c'est une autre question. Mais c'est passé par la forme nationale. C'est ça qui est frappant. C'est vraiment la forme politique émancipatrice par excellence. Alors, du coup, maintenant, je peux en passer à la troisième partie, après les deux, ou la première partie, mais avec deux sous-parties historiques, très ancien régime, et l'autre dans son aspect 1789 et après. Je peux en venir à oui, c'est comme une troisième partie, qui pose la question que j'avais déjà énoncée au début de ma conférence, qui est la question de pourquoi la nation, après ce récit plutôt positif que je viens de vous décrire, vous restituer, est devenue si négative. C'est quand même étrange qu'une forme aussi émancipatrice ait pu soudainement devenir une vilaine bête qu'il faut absolument rejeter parce qu'elle serait porteuse de tous les virus possibles et inimaginables de la guerre. Souvenons-nous de grands mots de Mitterrand en 1904. Je l'ai noté, j'ai été voir récemment pour vous justement. En 1995, vous voyez, on arrive à la fin de son mandat, de son long règne de 14 ans. Il dit je crois qu'il est à Berlin, il dit le nationalisme, c'est la guerre. Alors, il n'a pas tort
de dire que le nationalisme c'est la guerre s'il fait la différence avec la nation. Ce qui supposerait ça de sa part, puisqu'il ne dit pas la nation c'est la guerre, il dit le nationalisme c'est la guerre. Ce qui en soi a sa part de vérité. Le nationalisme, et d'ailleurs De Gaulle lui-même le disait, nous sommes pour une nation, mais il ne s'agit pas d'être agressif contre les autres. Ça, je pourrais, là j'ai pas le texte, je pourrais vous le ressortir. J'ai eu l'occasion d'aller en Pologne récemment pour parler de ce sujet, et je leur ai sorti mes dossiers, je leur ai dit voilà ce que dit De Gaulle en 1962, après avoir évoqué bien sûr le pape Jean-Paul II, ce qui pour des Polonais est très important, parce qu'il a beaucoup parlé de la nation. La nation, pour De Gaulle, c'est pas du tout l'agressivité contre autrui, absolument pas. Hein, le nationalisme dans son sein ne l'intéresse pas. Hein, il a trop résisté à l'Allemagne nazie pour vouloir à son tour essayer d'agresser les autres, c'est pas le sujet. Mais il y a une forme d'approche de la nation, sous sa forme nationaliste, à ce moment-là qui n'est pas simplement émancipatrice, qui peut de fait devenir agressive et belliciste. Ça, dans ce sens-là, c'est juste. Tout le problème, c'est que lorsque Mitterrand dit ça, ce qu'il le dit dans un contexte qui est piégé par le fait même que l'Europe, déjà depuis le début des années 80, et là je vous renvoie à un excellent article de Georges-Henri Soutou, dans la revue politique et parlementaire dans laquelle j'ai eu l'honneur d'être publié dans le même numéro, sur les imaginaires, et il explique très très bien Soutou comment on est passé d'une Europe qui avait encore une conscience civilisationnelle historique jusqu'aux années 80, et après, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Ce n'est plus que, au fond, une forme de formalisme juridique, c'est les valeurs, la démocratie et les droits de l'homme. Point final. Après ça, il n'y a plus rien. N'en parlons plus. Et en 95, bien sûr, c'est déjà fait, forcément. Hein. Et donc, je pense que le problème de Mitterrand, c'est qu'il parle dans un contexte où déjà l'idée d'Europe, qui s'est largement élargie, n'a plus aucun intérêt pour sa conscience de civilisation. Et ça, c'est évidemment un énorme problème devant lequel nous sommes en ce moment même, à l'heure à laquelle je vous parle. Évidemment, pourquoi ça peut être possible? Ça peut être possible parce que, justement, il y a eu 2 guerres mondiales, hein, d'abord. Alors, la Première Guerre mondiale, on la relie, enfin, même les deux, enfin, mais déjà la première, comme étant une guerre, au fond, des nationalismes. Et donc, la nation, c'est la guerre. Ou la nation, c'est le nationalisme, et la nationalisme, c'est la guerre. Il y a un glissement de l'un à l'autre. Et en réalité, s'il y a eu du nationalisme belliciste, encore une fois, je ne conteste pas que ce soit tout à fait possible. Mais en réalité, c'est une guerre, une fois de plus, des empires. La France, l'Angleterre sont des empires coloniaux. La Russie est un empire allié à ces 2 empires coloniaux. L'Allemagne est un empire un petit peu colonial. L'Autriche est un empire. Tout le monde est un empire, en fait. Tout le monde veut être un empire. L'empire, c'est la guerre. Ce que Mitterrand aurait dû dire, plus avant, c'est les empires, c'est la guerre. Et la guerre de 14-18, c'est ça. C'est pas la nation qui déclenche la guerre. Ce n'est pas vrai. C'est beaucoup trop réducteur. Et du même coup, on se recouvre toute la mémoire que je vous ai restituée d'abord, émancipatrice, on ne sait plus, on ne voit que ça. Et alors, bien sûr, la confusion s'installe encore plus, hein, dans ce récit maléfique de la nation, avec la Deuxième Guerre mondiale, puisque là, la confusion atteint un sommet, c'est le nirvana ou l'Himalaya de la confusion intellectuelle, puisque on va en arriver à considérer que la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore pire que jamais le nationalisme guerrier qui a conduit à la guerre, alors que Hitler, c'est le Reich, c'est le mythe impérial, c'est l'Empire, et c'est faire même, je trouve, beaucoup d'honneur à Adolf Hitler que de considérer qu'il n'était qu'un simple nationaliste. Bravo, parce que précisément, un nazi qui ne serait qu'une simple déclinaison du nationalisme, c'est d'avoir une piètre vision de l'histoire. Je pense que les nazis avaient un profond mépris, en fait, pour la nation. En réalité, c'est exactement l'inverse, car ce qui les intéresse, c'est la masse. C'est la masse, c'est la race, c'est la masse. C'est pas la nation. La nation, c'est resté encore dans l'esprit bismarckien. Mais c'est la masse. Et Georges Bernanos a eu raison, il a eu ce grand discours lors de la guerre, quand il a dit, je ne sais plus, c'est un propos qu'il a tenu, alors je ne sais pas si ça a dû être publié quelque part, l'Allemagne était une chrétienté, Bismarck en a fait une nation, Hitler en a fait une masse. C'est parfaitement vrai. Hein, donc c'est la masse. Donc dire que, et même le pauvre Benoît XVI, excusez-moi, mais mais il est immense théologien, mais très, très mauvais philosophe politique, on peut avoir toutes les qualités, mais c'est normal, il vient de fêter ses 95 ans, à l'âge qu'il a, il a fait partie de la jeunesse hitlérienne malgré lui. Alors dans sa tête,
évidemment, comme Allemand, très mauvaise conscience. Tous les Allemands de cette génération-là, même encore après, ont une très très mauvaise conscience. Alors, il dit, méfions-nous de l'État absolu. Moi, j'ai lu ces textes, l'État absolu, mais pour lui, c'est totalitarisme. Mais l'État totalitarisme, c'est pas l'État absolu. C'est la négation de l'État. C'est une marionnette, l'État, la totalitarisme. Et quant à la nation, c'est pas la nation. Les nazis ont un double mépris pour l'État et la nation, mais complètement, total. C'est la masse, c'est la race et c'est le chef, du même coup, voilà. C'est ça le système totalitaire, comme l'a si bien décrit Hannah Arendt. D'ailleurs, Hannah Arendt ne parle pas d'État totalitaire, ça n'a jamais existé un État totalitaire. C'est un système de totalitarisme. Pas la même chose. Comme en Union soviétique avec Staline. Il n'y a pas d'État. Il y a un parti qui manipule l'État, c'est pas la même chose. Et donc, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une fois de plus une erreur de considérer que le nationalisme, et donc la nation, aurait conduit une fois de plus à la guerre. Et donc désormais, il faut faire la paix. Et on en arrive du même coup au projet européen. Et le projet européen, aujourd'hui, il en est resté justement, en fait, à l'échec du plan Fouché en 1962, donc du roi de Gaulle, quand De Gaulle voulait une Europe des États-nations souverains. C'est ça le plan Fouché. Et qui est refusé par les Belges, les Néerlandais et puis les Italiens. Ils ont tous une peur bleue, peut-être pas complètement à tort, mais exagérément, de la domination française, sous la nouvelle France devenue puissante à nouveau avec De Gaulle, et donc ils préfèrent le parapluie américain. Donc on préfère Washington que Paris, et donc finalement l'Europe était biaisée dès le départ. C'est-à-dire que c'est une Europe qui se veut qui va en fait, ce que voulait De Gaulle refuser catégoriquement, supranationale, qui se voudrait fédéraliste, et on en est là en 2022, aujourd'hui même. Hein, d'ailleurs, l'appel, l'acceptation de la candidature ukrainienne, c'est à mon avis un casus belli formidable. Je ne suis pas poutinien, mais je pense qu'il ne faut jamais provoquer les gens qu'on n'aime pas. Ou alors, il ne faut pas s'en plaindre. C'est une déclaration de guerre. En fait, Mme von der Leyen, M. Macron, dont la présidence actuelle, on sait bien qu'elle est déjà mornée, en fait, comme il fallait s'y attendre, M. Draghi et le président roumain, je ne sais plus comment il s'appelle, sont des esprits très bellicistes, puisque, en voulant faire plaisir à Zelensky, on pourrait très bien avoir une troisième guerre mondiale. Parce que c'est vraiment aller dans la cour du mythe impérial russe, dans une provocation telle que ça ne peut pas aider à apaiser les choses. Mais l'Europe, c'est devenu ça, c'est la conséquence même d'une idéologie supranationale qui a fait de l'Europe un système qui n'a plus aucune conscience civilisationnelle, plus aucune conscience. Donc ils ne savent même pas ce que c'est que l'histoire ukrainienne. Hein. Ils ne savent pas. Je veux dire qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que les imaginaires historiques. C'est pour ça qu'il faudrait tous leur envoyer le numéro dans lequel on a été publié dans la revue politique parlementaire. C'est sur les imaginaires. Ils ne savent pas ce que c'est, ils sont incultes. Donc forcément, étant incultes, ils vont en Ukraine en 2014, et ça commençait là, en oubliant, comme les Américains d'ailleurs, que quand les Soviétiques étaient à Cuba, ils n'étaient pas contents. On a failli avoir une troisième guerre mondiale, mais ça, ils ont oublié. Ils ont oublié aussi que le Chili, l'Argentine, c'est eux. Pinochet, bien sûr, est vidé là. Maintenant, ce sont de bons démocrates, sympas, mais c'était leur empire, c'était leur zone d'influence. Hein, alors qu'Allende n'était qu'un sympathique socialiste réformiste, il avait fait passer pour un communiste pro-soviétique. Mais c'est là qu'on voit à quoi conduit la catastrophe à laquelle conduit l'inculture historique, peut-être même voulue d'ailleurs chez certains. Hein, il vaut mieux l'amnésie rend service. Ça permet comme ça de faire n'importe quoi, mais nous avons des gens dangereux au pouvoir. Voyez dans quoi. Des gens dangereux que sourire. Il y a des gens dangereux que couteau entre les dents. Je ne dis pas que Poutine était encore une fois un homme agréable, de bonne compagnie, hein, mais les autres lui permettent d'être ce qu'il est aussi en réalité. Puisqu'ils viennent lui dire, à son nez, à sa barbe, nous allons aller dans ton arrière-cour. Alors quand on connaît le mythe fondateur de la Rousse à Kiev, évidemment,
à la fois, on n'a qu'une envie de donner raison à l'Ukraine, une nation, elle s'affranchit des empires. Ça, ce que je comprends parfaitement. Ce que je comprends pour ma part parfaitement. Je ne suis pas du tout binaire, autrement dit. Il ne faut surtout pas être binaire là-dedans. Mais il y a des manières il y a manière et manière de faire, si vous voulez. Et là, on voit bien que l'Europe supranationale, qui a échoué donc depuis le plan Fouché de 62, c'était exactement ça, c'est une espèce de TGV fou qui continue son chemin, elle-même à son tour est devenue à son tour impériale. En fait, qu'est-ce que c'est que l'Europe de Bruxelles? C'est au fond l'invention sans précédent, sui generis, d'un empire techno-démocratique. En fait, c'est une techno-démocratie. C'est un empire qui n'a pas de précédent historique. La Russie, ça on sait, c'est une forme traditionnelle. C'est une forme impériale traditionnelle qu'on connaît très bien. On a tous les repères historiques pour ça. L'Europe, on n'a aucun repère. Il n'y a aucun précédent. On n'a jamais vu un empire, c'est un empire qui ne dit pas son nom. Et qui voudrait tuer les nations, les États-nations à l'intérieur, d'où les fédéralistes, c'est clair. Ils voudraient, mais ça c'est clair, ils veulent en finir avec la petite France, la petite machin, tout ça, ça ne vaut plus rien. C'est n'importe quoi. Et puis comme ça, on aura, mais c'est une idéologie extrêmement dangereuse. Pour nous d'abord, parce qu'on s'aliène, et à l'extérieur, bien sûr. Et puis il y a l'autre forme impériale qui est là pour pousser à la roue, ce sont les États-Unis. Alors, ça m'amène à justement évoquer l'ambiguïté. C'est-à-dire que dans son épure, comme je vous disais tout à l'heure, la nation est émancipatrice. Elle est contraire à l'empire. Elle est incompatible. Mais évidemment, on peut avoir des formes dévoyées. On peut avoir des formes impures. Quand on parle avec les Russes, moi je me souviens à Moscou, il y a l'idée de l'âme russe. Enfin, je ne pense pas me tromper. Je veux bien qu'en parlant avec des Russes, on voit bien que ça a du sens. L'âme française, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est une expression qu'on ne connaît pas. On parlera d'âme allemande, d'âme slave, d'âme russe. Mais l'âme anglaise, l'âme française, j'ai jamais entendu cette expression. Et donc la nation, à ce sens-là, je pense, je dis ça, encore une fois, sous le contrôle de Maria qui connaît la langue, tout simplement. Donc il faut voir dans la langue russe même. Mais ça se combine volontiers de l'impérial, de l'empire. Donc il y a des formes impures. Ça, c'est sûr que c'est pas incompatible. Mais nous-mêmes, nous créons aussi, avec l'Europe, En fait, alors l'Europe, c'est même pas une forme impure. Là, l'Europe, c'est carrément... Ce sont des États-nations qui seraient d'accord pour renoncer à ce qu'elles sont, donc à leur affranchissement d'antan, pour s'aliéner dans une forme impériale qui, elle, a bonne conscience, parce que, bien sûr, officiellement, elle est démocratique. Voilà. C'est ça qui donne bonne conscience à l'affaire. Nous, c'est pas pareil, nous avons les valeurs, comme dirait dans l'article de Georges-Henri Soutou, nous avons les valeurs, c'est-à-dire les droits de l'homme, la démocratie, donc on est le camp du bien. Donc cet empire-là, c'est bien. Mais il ne dit pas son nom. On fait ça l'hypocrite. Moi, Poutine, au moins, mérite, c'est qu'il est franc du collier. Ça, au moins, il nomme les choses. Ça, c'est au moins... Non, mais qu'on n'aime pas Poutine, je comprends très bien, mais au moins, il est franc. Alors, la franchise est un peu brutale, il faut le reconnaître, mais il est franc. Nous, pas du tout. Nous, c'est l'hypocrisie parfaite de la démocratie libérale, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est ça. Alors là, jamais on oserait dire des choses pareilles. Alors qu'on l'est, en fait. C'est clair et net. Et puis, par contre, il y a aussi les Américains. Alors, eux, c'est plus repérable, mais c'est déjà une originalité quand même. C'est une nation. C'est une nation. Le Texas et la Californie ne sont pas des nations. Ce sont des États fédérés dans une nation. A nation under God, c'est dans la pièce de monnaie. Sur le dollar, vous dites, les États-Unis, c'est une nation sous Dieu. Donc c'est une nation. Mais une nation qui a pris la forme impériale de par l'immensité de son territoire. Et donc les États-Unis d'Amérique sont passés de la doctrine Monroe de 1823, l'isolationnisme, à l'interventionnisme depuis la guerre de 14, en fait. Et ils sont passés d'un extrême à un autre. Et donc ils sont partout. Et à chaque fois qu'ils sont partout, d'ailleurs, entre nous soit dit, ça ne donne pas des résultats particulièrement glorieux, comme chacun sait. C'est un empire qui s'y met. C'est un empire du bien. C'est un empire du bien qui est convaincu de répandre le bien, qui se donne donc le droit de renverser des régimes, etc. Nous, on en fait un peu autant avec la Libye, d'ailleurs. On a aussi des reproches à se faire, etc. Donc, tout régime qui ne nous plaît pas, nous avons un droit à le faire. En fait, c'est devenu une quasi-mission religieuse, qui fait que les démocraties à ce moment-là, puisqu'elles sont l'empire du bien, ça devient une quasi-théologie. Et donc c'est la nouvelle Rome d'une certaine manière.
vous avez péché, on va vous mettre genoux à terre, et vous mettre donc, par exemple, les Polonais, on va les driver, les Hongrois, pareil, Poutine, on va le sanctionner, etc. Bref, tous les gens qui sont pas bien, on les met au pas. Nous sommes l'empire du bien. C'est une espèce de mixte un peu bizarroïde, dans l'Europe. Ce qui n'est pas le cas comme des États-Unis. Là, chez l'Europe, c'est vraiment le... Alors, vous voyez bien que tout ça se justifie, le mythe européen tel qu'il s'est construit, alors que De Gaulle n'avait pas ça dans la tête, évidemment. Il avait trop connu... il est trop là du 18 juin pour avoir adhéré à cette vision qu'on connaît de l'Europe. Cette Europe supranationale est la conséquence, encore une fois, de l'idée, elle s'est justifiée idéologiquement par le fait que la nation, c'est la guerre, donc c'est une historiographie fausse, totalement fausse. Et en fait, c'est pas l'Europe qui a mis un terme à la guerre. L'Europe n'a été possible parce que la guerre s'est achevée par la paix entre États-nations, et notamment deux États-nations, c'est la France et l'Allemagne. Jamais l'Europe ne pourrait être possible sans la réconciliation franco-allemande. Impossible. Donc c'est l'inverse. L'Europe n'est pas cause de la paix, elle est la conséquence de la paix retrouvée par des États-nations. Donc ce qui prouve que les États-nations sont capables de se réconcilier. Et alors là, je fais jouer, et c'est d'ailleurs à la fin du livre, sur le rôle du christianisme dans cette affaire. Le cas De Gaulle-Adenauer est très intéressant, puisque nous avons affaire, à l'époque, c'est la fameuse petite Europe vaticane, comme on l'appelle, c'est l'Europe catholique, encore l'Europe des six, tous ces pays sont catholiques, bon l'Allemagne, moitié-moitié, mais enfin... Elle est comme l'Allemagne de l'Est était du côté soviétique, l'Allemagne de l'Est était protestante. Donc l'Allemagne de l'Ouest était beaucoup plus catholique que protestante. Donc la petite Europe vaticane, ça veut dire notamment Paris et Bonn, c'est la réconciliation. Le traité de l'Élysée, qui fait suite d'ailleurs à l'échec du plan Fouché. En fait, le traité de l'Élysée naît de ça. Et on arrive en 63. De Gaulle et Adenauer se rencontrent, et c'est le traité de l'Élysée. C'est la conséquence, on se dit, bon, on va faire les choses un peu à deux, quoi. Hein. Et il y a bien sûr, le célèbre moment, quand il se retrouve à la cathédrale de Reims, hein, où Adenauer va communier, et De Gaulle ne communiera pas parce qu'il est le chef de l'État, mais ce sont deux chefs d'État, enfin un chef de gouvernement, parce qu'en fait, Adenauer n'est pas chef d'État, il est chancelier, et un chef d'État, De Gaulle, qui en fait sont catholiques tous les deux. Ça, c'est très intéressant, car ce sont deux catholiques qui permettent à la France et à l'Allemagne vraiment de sceller la réconciliation. Ça, c'est quand même très fort. Hein. Il y a quand même là un moment politico-religieux extrêmement important. Je ne suis pas sûr que ça pourrait se faire de la même manière maintenant. Ils ont conscience tous les deux. Je pense que ça joue forcément. On ferme le rideau, quoi. On arrête, et maintenant on construit l'avenir. Donc, la nation, une ressource d'avenir, ça c'est un bel exemple. C'est-à-dire que ce sont deux États-nations qui permettent, d'abord, de vivre en paix, et sans la réconciliation franco-allemande, il n'y avait pas de stabilité européenne possible. C'est impossible. Donc, ça met par terre cette historiographie fausse, c'est très clair. C'est absolument évident. Donc l'Europe n'est la conséquence de la paix, n'en est pas la cause. Et donc ça veut dire qu'elle ne pourra se faire que si, je regarde l'heure, si elle ne se construit pas comme substitut des nations, mais au contraire comme procédant des nations. C'est ce que je disais aux Polonais il y a 15 jours. Alors, écoutez, l'Europe ne pourra se faire que si le procès des nations ne pas s'en substituer. C'est parce que sinon, l'Europe, c'est ce que voudraient von der Leyen et compagnie, enfin tous ces gens-là, c'est faire de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, des Pays-Bas, enfin qui voudrait, le Texas, la Californie, le Minnesota de l'Europe, c'est-à-dire vous n'êtes plus rien du tout, et vous êtes, comment dire, vous êtes réduits à être des provinces, or, on ne peut pas, les États-Unis d'Europe, ça n'a pas de sens. C'est comme si on ne demande pas aux Américains d'être des Européens, ne demande pas aux Européens de devenir des Américains. Chacun a son histoire. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit là, je l'ai dit à Varsovie, il y avait des Américains que je connaissais très bien d'ailleurs, et ils l'ont très bien compris, ils n'ont pas mal pris. C'est pas un propos anti-américain, c'est un propos respectueux des histoires respectives de chacun. C'est tout. Donc ne jouons pas à ce que nous ne sommes pas. Donc l'Europe ne pourra se faire qu'en procédant des nations, et je dirais même qu'elle ne sera puissante comme Europe que si elle permet aux États-nations d'être des États-nations puissants.
plus d'États-nations puissants, plus d'Europe puissante. L'arrêt, ça sera l'inverse. Prenons le cas de la désindustrie au plan économique. Bon, vous avez reçu Sapir, je crois, il n'y a pas longtemps. Mon ami Jacques, on se connaît très bien, puisqu'on a écrit un livre ensemble. La question de la désindustrialisation est un énorme sujet. On voit bien que si la souveraineté de nos États-nations n'existe pas, on va vers une désindustrialisation très forte. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester dans l'isolement. Contrairement à ce qu'on nous raconte, ça c'est Bourlange et des gens comme ça qui vous racontent que l'État-nation, c'est le repli sur soi. Mais non, c'est la coopération avec d'autres États-nations, c'est une évidence, c'est pas du tout le repli sur soi. Et donc, on ne peut pas être puissant tout seul. De Gaulle le disait lui-même, on vit dans un monde d'interdépendance. Il le disait déjà lui-même après la guerre. Et déjà à la fin de la guerre, il le disait. C'est une évidence qu'on vit dans un monde d'interdépendance. Mais ça ne veut pas dire s'abolir comme État-nation. Donc, voilà une grande question. Alors enfin, je vais peut-être amoindrir la chose, mais je vais terminer. Ce que je voudrais dire, il y a aussi le problème de la nation aujourd'hui, c'est aussi la question de la culture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter. Une nation n'est pas qu'une forme politique. C'est une forme politique et une forme culturelle. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a des histoires, justement. Si on prend le cas polonais, qui est très intéressant à cet égard, la Pologne a été, et d'où le discours de Jean-Paul II là-dessus, la Pologne n'a été une nation que par la culture, foncièrement, puisqu'elle n'a pas toujours été un peuple politique autonome, indépendant. Donc c'est la culture qui l'a sauvé. Comme le Québec, vive le Québec libre, comme dira De Gaulle, ou l'Irlande, pareil, n'ont existé que par la foncièrement. Donc la culture est fondamentale. Quand on n'est plus capable d'être un peuple civil, la culture est fondamentale. Donc il y a une dimension culturelle. Mais même dans un État comme la France, qui a toujours été souverain, excepté comme la triste et tragique parenthèse de Vichy, de l'occupation, la culture et le politique, la forme culturelle et la forme politique vont ensemble. Sinon, on n'aurait pas produit... vous prenez le Louvre, que serait le Louvre sans Philippe Auguste jusqu'à Mitterrand? Il y a un lien entre la culture et le pouvoir, c'est une évidence. Et que serait la France sans Molière, sans une langue structurée par un État qui est devenu un État-nation. La langue de tous. En 1880, tous les Français ne parlaient pas français. C'est l'école qui nous a francisés. Et l'école, c'est l'État. Donc la culture, la forme politique et la forme culturelle sont liées. C'est une évidence. Mais il faut les lier. Alors, c'est le problème de nos jours, évidemment, de sociétés qui sont devenues de plus en plus multiculturalistes. Et c'est le dernier point que j'aborderai avec vous avant d'en venir à la discussion, à l'échange avec vous. Il y a aussi un autre danger qui nous guette et qui est gravissime. Alors, qui se joue aussi à l'échelle européenne, remarquez, c'est pas juxtaposé, en fait, c'est lié. On le voit bien avec le problème migratoire. C'est le fait que nous en sommes arrivés aussi à une idéologie où ce qu'on appelle les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme sans le citoyen, en fait. C'est-à-dire que la définition du droit de l'hommisme, en fait, c'est ça. Cette notion péjorative, et moi, j'ai rien contre les droits de l'homme, bien au contraire. Mais les droits de l'homme articulés aux citoyens. Quand il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus que des droits de l'homme, et les droits de l'homme, c'est les droits de l'individu. Donc c'est l'individu qui devient titulaire de droits, qui est autoréférentiel, et par conséquent, nous sommes passés d'une philosophie politique extrêmement rigoureuse et structurée, qui lui vient de 1789, à une idéologie. C'est-à-dire, c'est le droit, mon désir et mon droit, en gros. Et nous nous situons par rapport aux étrangers de cette manière aussi fausse. Et je ne les accuse pas, du même coup, je ne dis pas, la xénophobie, c'est une très mauvaise chose. Ne soyons surtout pas xénophobes, ce n'est pas la question. C'est nous qui sommes coupables. C'est-à-dire que nous faisons des étrangers ce que nous avons fait de nous-mêmes, des titulaires de droit. Mais, alors, oui d'ailleurs, très intéressant, je l'en ai exprès pour vous. J'ai là, j'ai lu ça dans un journal, on ne peut pas texter des journaux d'extrême droite, il l'a été remarqué dans son histoire, c'est le journal La Croix. Alors là, ça, j'ai bien ri quand même, quand j'étais voir, le lundi 20 juin, c'est pas vieux, c'était lundi dernier. Ils aiment faire des grands reportages sur les migrants, bien sûr, à La Croix, ça, ils adorent ça. C'est leur dada favori, si vous voulez. Et alors là, bien sûr, ils ont une grande vedette, c'est la petite Roya, qui est afghane.
Alors, ils sont quand même un peu honnêtes, quand même, à la Croix, quand même. Et alors, je vais lire le passage qui est extraordinaire, mais ça vaut son pesant d'or. Non, mais là, il y a une certaine honnêteté de leur part. Ils disent, Roya arrive dans un HLM à Villefranche-sur-Saône, etc. À son arrivée, Roya semble un peu abattu. On la comprend, la pauvre. Hein. Le quartier de Bellini ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il se faisait de la France. Alors, citation. Hein, d'ailleurs, tu prends, t'as des choses à dire là-dessus. Elle dit, quand nous sommes allés faire les courses, hein, il la cite, il y avait beaucoup d'immigrés portant des vêtements islamiques, comme si nous étions en Arabie Saoudite ou en Iran. Alors, elle quitte l'Afghanistan, qui est un pays occupé maintenant par les talibans, et se retrouve chez les islamistes en France. Moi, j'étais mort de rire, mais évidemment, mais c'est la contradiction suprême. C'est la contradiction suprême. Ils se font piéger. Voilà à quoi conduit l'immigrationniste, c'est qu'ils reçoivent la pauvre petite, je suis sûr qu'elle n'est pas anti-musulmane. Elle est musulmane, elle est gentille, cette fille, elle est sympathique, elle est jolie, elle est intelligente, elle a tout ce qu'elle veut. Elle a le droit d'exister en France, très bien. Mais qu'est-ce qu'elle découvre? Ses ennemis en France. Elle a dit, confiez la jeune. Elle a aussi été effrayée par les tirs des feux d'artifice fréquents dans le quartier, qui lui rappellent douloureusement les explosions à Kaboul. Bon, on arrêtera là, mais on en a parlé tous les deux. C'est hallucinant quand on voit ça. C'est-à-dire, c'est la contradiction suprême. C'est-à-dire que alors là, c'est là que la référence à Renan, pour moi, était fondamentale. C'est-à-dire que quand on ne sait plus qui est-on, c'est-à-dire une nation, eh bien, ce que les titres royaux en question ont le droit d'avoir, et qu'on ne leur concède plus. On croit être gentil avec eux, mais en fait, il y a un droit qu'on leur a supprimé. C'est de savoir qui les accueille. Quel est le sujet, la puissance accueillante? Ah, vous n'êtes plus une nation, vous n'êtes plus rien. Mais alors, qui êtes-vous? Vous m'accueillez, vous êtes sympa, mais qui êtes-vous? Parce que je constate quand j'arrive chez vous, c'est pas du tout l'image que je faisais du pays. Alors je pensais tomber sur un pays qui était totalement conscient de lui-même, fier de lui-même, qui visiblement a totalement baissé les bras. Donc c'est même troublant pour ces gens. C'est vraiment la contradiction géniale et tragique en même temps. C'est-à-dire, au fond, donc les migrants, l'accueil de l'autre, de l'étranger, qui est une vertu éminemment chrétienne à laquelle j'adhère totalement. Mais elle n'est pas incompatible avec le fait d'être une nation. Nous ne sommes pas universels sans être particuliers, autrement dit, sans être quelque chose, un corps politique. Sinon, au lieu d'aider les étrangers à s'installer ici, on leur propose un no man's land, une zone grise, et donc n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne leur permet pas de dire, enfin, c'est bien le pays de Molière, ici on est bien d'accord, c'est pas autre chose. C'est pas le pays du Bataclan, des islamistes, c'est bien le pays, on est d'accord. Donc les gentillesses humanitaires débouchent sur des contradictions. Ça ne permet pas... D'abord, c'est troublant pour les étrangers qui arrivent ici, en fait, parce qu'ils se disent, oh, c'est pas possible, c'est pas l'idée que je me fais de ce pays. Et donc ça ne les aide pas. Et nous-mêmes, on se détruit aussi. Donc, en fait, tout le monde est perdant. Donc, en réalité, la nation, donc, qui n'est pas le nationalisme, n'est pas du tout le repli sur soi, comme diraient nos européistes de Bruxelles, au contraire. C'est l'universel incarné, et donc qui permet de recevoir des étrangers et d'en faire des Français, généreusement, sans qu'ils renient ce qu'ils sont dans leur point de départ. C'est pas de raison. Parce que précisément, il y a une nation. Hein. Pourquoi a-t-on pu accueillir Goscinny, le juif polonais qui est le père d'Astérix, qui est le père de l'imaginaire français par définition? C'est un juif polonais, Goscinny. La théologie orthodoxe russe s'est faite en France depuis 100 ans. On le sait depuis 10 ans, moi je sais, j'ai appris depuis 100 ans. La théologie orthodoxe russe, elle ne s'est pas faite à Moscou parce qu'elle a été devenue communiste, elle s'est faite ici. Comment se fait-il que Lévinas, le grand philosophe juif lituanien, a fait la philosophie française à sa façon, et ainsi de suite. Mais on pourrait multiplier. Et Serge Reggiani, et j'en parle, enfin, il y a Moustaki, le grec, Nana Mouskouri, qui était grec aussi, mais j'en oublie plein.
Hein, Max Gallo de l'Académie française, italien. Mélina Mercouri, exactement. Oui, Mélina Mercouri, grec, exactement. Comment se fait-il? Mais parce que, et donc on n'a pas eu des djihadistes, nous avons eu des étrangers qui ont fait la France, c'est-à-dire que nous avons été généreux à leur égard et ils nous l'ont rendu. Ils ont été la gloire de la France comme un Français de souche. Donc ça prouve bien que nous avons besoin d'un corps national et non pas la négation de ce que nous sommes pour que les étrangers nous cessent des étrangers et soient ici. Et ça c'est l'autre problème numéro 1 et qui repose sur une idéologie universaliste et qui est un faux universel. Parce que précisément, il a renoncé à tout sens d'une particularité, d'un monde commun que la nation permet et qui est véritablement une force d'affranchissement. Une force d'affranchissement. C'est une évidence pour tout le monde. Voilà, il est 9h25, je crois que j'ai peut-être même un peu débordé, je m'arrête là.